Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau regard croisé sur i24 News. Et au menu ce soir, Daesh. Le groupe terroriste relève la tête au Moyen-Orient. Cette semaine, des milliers de détenus djihadistes ont été transférés de Syrie vers l'Irak. Un mouvement massif qui ravive les craintes d'évasion, la reconstitution de réseaux et d'un nouveau cycle de violence, notamment en Occident. L'Europe est-elle prête à faire face à la menace terroriste ou est-il déjà trop tard? Nous poserons la question à nos invités. Ce soir, nous parlerons aussi du Qatar, un pays du Golfe dont l'influence dans le monde est inversement proportionnelle à la taille. Doha n'a pas d'armée à déployer, mais bien des milliards, des réseaux, du lobbying. Ce sera notre grand angle. Enfin, dans le clin d'œil, coup de projecteur sur une exposition de 21 artistes internationaux dans le centre d'Israël, Blissfully Miserable, en français, délicieusement misérable. Il est question de la vie, malgré la souffrance. Vous êtes prêts? C'est parti. On avait annoncé sa défaite il y a des années déjà, mais Daesh aime le chaos et l'instabilité. En Syrie, lui est bénéfique ces derniers mois. Son principal ennemi, l'armée syrienne libre, majoritairement kurde, a été battue par le nouveau régime. Résultat, des milliers de prisonniers djihadistes surveillés par l'ASL ont réussi à s'évader. L'armée américaine tente de trouver des solutions. C'est l'image de la semaine. L'une des solutions pour empêcher de nouvelles évasions, c'est le transfert de milliers de membres de l'État islamique de Syrie vers l'Irak. Ces prisonniers sont désormais placés dans des centres de détention sécurisés, surveillés par les forces irakiennes. Ils ont été transportés en bus en plusieurs vagues depuis début janvier et jusqu'à cette semaine. Des convois sous très haute sécurité encadrés par l'armée américaine. Parmi les djihadistes, il y a des Syriens, des Irakiens, ainsi que des étrangers, dont des Européens. Pour en parler, j'accueille Nathalie Goulet, sénatrice française et auteure de L'argent du terrorisme, paru aux éditions du Cherche Midi. Voilà, on a vu brièvement la couverture. Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Également Pierre Martinet, également avec nous. Bonsoir Pierre Martinet. Bonsoir. Ancien membre de la DGSE et président fondateur du Cercle de réflexion patriotique Hermès. Je vais commencer avec vous, Nathalie Goulet. Quel est votre premier sentiment à chaud quand on voit ce transfert de milliers de djihadistes de la Syrie, où ils étaient surveillés par les Kurdes, ennemis jurés de l'État islamique, et arriver en Irak, où ils seront surveillés là par les forces irakiennes? Mais de toute façon, on savait que les choses allaient arriver, mais simplement la communauté internationale s'y est pas préparée, et donc on va devoir affronter un chaos supplémentaire, je crois. Un chaos dans quel sens, d'après vous, Nathalie Goulet? Mais d'abord, je crois que les radicalisés étrangers vont demander à être rapatriés dans leur pays. Il y a quand même encore beaucoup de Français, je crois, et puis on n'est pas du tout certains des conditions de détention, c'est-à-dire de la sécurité autour des infrastructures irakiennes. Pierre Martinet, du point de vue des services de renseignement, qu'est-ce que représente ce genre de mouvement de masse de djihadistes d'un point A à un point B, un point A où ils étaient quand même bien surveillés, à un point B où c'est un peu plus chaotique, comme vient de le dire Nathalie Goulet, où il y a aussi plus de souplesse juridique, puisque l'Irak exige le rapatriement des étrangers, notamment des Français? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a à peu près 3500 Syriens qui ont été transférés en Irak. Donc déjà des Syriens qui sont transférés en Irak. Ensuite, vous le disiez qu'il y a à peu près 1000 étrangers, dont des Français. Bon, on sait comment ça va se terminer. Il faut arrêter d'être naïf. Ils ont déjà commencé à rapatrier un maximum de djihadistes en France, femmes, enfants, combattants. Alors, ils vont passer quelques temps en prison, effectivement, mais ils vont être relâchés. Et on a vu récemment, vendredi, avec celui qui a attaqué les gendarmes sous l'Arc de Triomphe, ils ont ça dans le sang, donc il n'y a pas de déradicalisation possible, même après 10 ans de prison. Donc la complexité pour les services de renseignement aujourd'hui, c'est d'avoir des informations sûres sur les personnes qu'on va transférer, les personnes qui sont potentiellement transférables en France, parce que c'est ce qui va arriver. Donc la grande complexité, il y en a deux. D'abord, un, sécuritaire dans le transfert, sécuritaire une fois qu'ils sont sur place, mais ensuite
on sait très bien que les conditions de détention, comme disait Madame la sénatrice, ne sont pas forcément optimum et il y aura, encore une fois, je vais résumer, la décision qui a été prise est une décision court-termiste sans penser aux conséquences qu'il va y avoir dans quelques années. Alors justement, le danger djihadiste ne vient pas seulement du Moyen-Orient. Début février, le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme a tiré la sonnette d'alarme. Je vous propose d'écouter justement, puisque la menace posée par Daesh augmente partout, y compris dans les pays occidentaux, comme vous venez de le dire. Regardez. La menace posée par Daesh s'est accrue de manière constante depuis le précédent rapport, demeurant multipolaire et de plus en plus complexe. Le groupe et ses affiliés ont continué de s'adapter et de faire preuve de résilience malgré une pression antiterroriste soutenue. Ils ont poursuivi le recrutement de combattants terroristes étrangers et renforcé leur utilisation de technologies nouvelles et émergentes. Daesh a également été en mesure de maintenir l'accès à des sources de financement grâce à des collectes de fonds opportunistes, à une taxation illégale et aux enlèvements contre rançon. Alors, je reviens vers vous, Nathalie Goulet et Pierre Martinet. Nathalie Goulet, est-ce que l'Union européenne et la France sont arrivées à la même conclusion que l'ONU, c'est-à-dire que l'organisation État islamique se renforce et renforce aussi ses capacités de recrutement, de financement? Vous savez, je crois que l'Union européenne a eu quand même un certain nombre d'autres sujets à traiter récemment, et comme il n'y a pas de gros attentats, on parle moins du terrorisme. Il n'y a que des gens comme nous, cher Martinet et moi-même, qui travaillons sur le sujet régulièrement, qui pouvons à peu près comprendre ce qui se passe. Et encore, c'est pas sûr. Mais je crois qu'on est dans un système d'imprévision, et il a tout à fait raison, de court-termisme. Donc le problème du financement du terrorisme demeure. Je crois qu'il va y avoir très prochainement à Paris une Xème conférence « Nos monnaies fortes et rares », mais en attendant, les problèmes ne sont pas du tout réglés, et au plan européen, je pense qu'ils ne le sont pas non plus. Donc on est dans l'imprévision, on est au doigt mouillé, et on va avoir tout ce qu'on a toujours eu, c'est-à-dire des très grandes difficultés pour absorber ces détenus, les incarcérer et ensuite les suivre. C'est ce qui s'est passé vendredi. Voilà, on a eu un exemple de ce qui va se passer dans les prochains mois. Moi, je suis plutôt inquiète, oui. Vous êtes inquiète d'autant qu'on a l'impression, après les attentats du 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles aussi, le 22 mars 2016, qu'il y a eu une prise de conscience. Vous pensez, Nathalie Goulet, que cette prise de conscience, elle a été de courte durée? Ah non, il y a eu des choses très importantes de fait. Entre Charlie et le Bataclan, la France a dépensé plus d'1 milliard pour rééquiper ses troupes, le renseignement, etc. En ce qui concerne la coopération internationale, les progrès sont spectaculaires. En ce qui concerne la coopération européenne, les progrès sont spectaculaires. En ce qui concerne la coopération avec les pays tels le Maroc, les progrès sont très importants. Donc il y a vraiment des choses qui ont été faites. Et heureusement, en 10 ans. Heureusement. Mais restent toutes les questions de financement et de surveillance, et puis de traitement de ces détenus très particuliers. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore trouvé les solutions. Plus de 10 ans, hein, néanmoins. Pierre Martinet, quels éléments concrets sur le terrain corroborent la lecture de l'ONU, de l'Union européenne et de tous les spécialistes du terrorisme? Vous avez parlé de cet attentat vendredi, de ces tentatives. Il y avait beaucoup de tentatives qui sont déjouées, heureusement, mais d'autres qui sont en préparation tout de même. Alors, c'est pas depuis 10 ans. Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus quand j'étais au service dans les années 90, donc c'est pas nouveau. Il y a eu l'émergence de la création de l'État islamique après pendant la guerre en Irak. En revanche, Al-Qaïda existe toujours, les autres groupes islamiques existent toujours. Aujourd'hui, il y a pas une dizaine de groupes qui sont capables de taper à l'international. J'inclus le Hezbollah et le Hamas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Madame la sénatrice a parlé de deux choses, le financement et les moyens qui ont été mis pour les combattre. Il manque un domaine dans ce triptyque sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, l'idéologie. Aujourd'hui, rien n'est fait pour stopper l'idéologie qui anime ces combattants. N'oubliez pas que les combattants sont armés idéologiquement par des prédicateurs, par des imams, par des États. Et tout ça, c'est la complexité de l'Europe et de l'Occident aujourd'hui, c'est
On a les moyens de les détruire militairement. C'est ce qu'on a fait avec l'État islamique dans la zone irako-syrienne. On a démantelé ce pseudo-État qui avait été autoproclamé. En revanche, les frères musulmans, le salafisme, Miligorus, tous ces groupes, toute cette idéologie qui les anime existe toujours et on ne fait rien pour les combattre parce qu'on n'a pas les moyens de le faire et on n'a pas la volonté de le faire parce qu'on aura des répercussions. Faut prendre le problème dans sa globalité et pas uniquement sur le plan militaire ou financier. Il y a une idéologie qui prospère en Occident, qui prospère en Orient, en Europe, et qui prospère bien évidemment en France. Oui, mais justement, vous le dites, le danger vient de l'intérieur et notamment des djihadistes européens partis faire le djihad, notamment en Syrie, en Irak, et qui reviennent dans leur pays d'origine. C'est notre prise de vue. Avec moi, Déborah Benayoun. Bonsoir, Déborah. Bonsoir, Mireille. Sont les djihadistes qu'on appelle les revenants, tout simplement. Oui, en France, par exemple, puisqu'en septembre dernier, 3 femmes âgées de 18 à 34 ans et 10 enfants ont été rapatriés. Tous étaient jusqu'ici détenus dans les camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie. Puis, il y a un collectif qui rassemble justement les proches de ces personnes qui reviennent. Il y a quand même une 50aine de femmes et 120 enfants qui seraient d'ailleurs, pour l'instant, toujours retenus dans les camps syriens. Alors, la question, évidemment, qui demeure, c'est comment ces rapatriés vivent à leur retour en France. Il faut rappeler que, vous l'avez dit, les terroristes qui ont perpétré les attentats du 13 novembre 2015 en France et du 22 mars 2016 en Belgique étaient des revenants. Et en ce qui concerne les mineurs, il y a une psychologue qui a confié que les mineurs ne vivent pas bien. Ce qui domine, ce sont les maltraitances et l'endoctrinement. Certains jeunes appliquent un islam rigoriste et ne voulaient pas quitter la Syrie. Et ce qui pose réellement problème, c'est cette question de l'intégration, de leur intégration dans la société. Oui, il y a quelques jours, une note confidentielle du renseignement français s'est penchée sur la région nord et elle dresse un portrait inquiétant de cette jeune génération proche des mouvances terroristes islamistes. Le département du Nord, qui serait confronté au phénomène djihadiste déjà depuis les années 90, le Nord serait même considéré comme étant le lieu d'implantation d'une des plus anciennes mouvances radicales en France. Alors, on ne connaît pas le chiffre exact de tous ces revenants en France, mais en 2012, une 60aine d'individus du Nord partent vers la Syrie et l'Irak, et 15 ans plus tard, 16 sont rentrés en France et ont été localisés. Sur ces 16, 7 ont été incarcérés et 23 sont considérés comme disparus ou présumés décédés sur place. Et puis, il en reste encore 16 autres qui sont toujours en Syrie et en Irak avec des profils considérés comme étant extrêmement préoccupants selon toujours cette note des renseignements. Merci Déborah, vous restez avec nous. Je reviens vers vous, Nathalie Goulet et Pierre Martinet. Nathalie Goulet, on le voit, ce dont parlait tout à l'heure Pierre Martinet, l'idéologie, elle est toujours là. Ce sont des revenants, mais ce ne sont pas des repentis qui reviennent sur le sol français notamment. Oui, alors Pierre Martinet a évidemment raison. On a essayé la déradicalisation, ça ne marche pas. On essaye les uns ou les autres de faire inscrire les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Et vous avez vu qu'il y a quelques semaines, il y a un sondage extrêmement inquiétant sur la priorité que donne une certaine jeunesse musulmane aux thèses des frères musulmans et qui s'oppose à l'état de droit et à la France. Et puis vous avez des ratés spectaculaires type le fonds Marianne. Il faut quand même se rappeler de ce que ça a été. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on n'a pas mis les moyens pour lutter contre cette idéologie et que je reviens sur un sujet qui m'est cher, mais on a aussi des ingénieurs du chaos au Parlement européen avec des financements européens au profit d'organismes en lien avec les frères musulmans qui sont extrêmement importants et pas du tout contrôlés. Donc Pierre Martinet a raison, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur l'idéologie, et on a aussi déjà des détenus radicalisés en prison qui sortent au compte-gouttes et qui ne sont pas suivis. Donc si vous voulez, on a là un sujet à part entière, et il faudrait quand même que le gouvernement s'en saisisse de façon sérieuse, et pour le moment, c'est façon puzzle. Et donc, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il a raison, c'est un ensemble. Déborah, il y a donc cette idéologie dont on vient de parler, qui est ancrée, notamment ceux qui sont partis faire le djihad et qui sont revenus. Et puis, il y a aussi l'accélération du recrutement par Daesh de nouvelles personnes grâce à cette même idéologie.
Et oui, les renseignements parlent d'une nouvelle frange d'objectifs juvéniles au dynamisme croissant, représentant un quart des individus suivis. En fait, dans ce contexte, on parle surtout du rôle d'Internet, des réseaux sociaux qui est pointé du doigt dans la radicalisation des jeunes en particulier. Il y aurait même ce qu'on appelle une scission générationnelle au sein de la mouvance, puisque les renseignements parlent désormais de bébés djihadistes. Ce sont des jeunes qui sont extrêmement sensibles au blasphème et à l'antisémitisme, qui sont peu structurés idéologiquement et pour la plupart d'entre eux qui sont isolés et repliés sur le monde virtuel, ce qui pose évidemment des problèmes de détection. Et puis en dehors des réseaux sociaux, désormais, il y a aussi l'intelligence artificielle qui joue un rôle très important et qui est dans le viseur des autorités. Selon l'ONU, la menace qui est posée par l'État islamique a augmenté depuis l'été 2025 et devient de plus en plus complexe en raison de l'adaptabilité des groupes terroristes. Les organisations donc, qui utilisent l'IA pour propager leurs messages et pour recruter en particulier des jeunes et des enfants, c'est Daesh et Al-Qaïda notamment qui s'en servent pour communiquer avec des jeunes d'Afrique et d'ailleurs. Ils utilisent des scénarios bien particuliers, par exemple des présentateurs de journal à l'aspect réaliste qui font de la propagande ou encore des personnages de télévision populaire qui chantent des hymnes de bataille terroristes. Et ces terroristes, eh bien, ils diffusent ces messages de propagande dans des contenus qui semblent authentiques, ce qui permet évidemment de contourner les modérateurs des réseaux sociaux et donc de transmettre leurs messages. Merci Déborah Benayoun. Pierre Martinet, Nathalie Goulet. Alors Pierre Martinet, on l'a dit, l'idéologie extrêmement importante, une idéologie qui est parmi ceux qui sont partis faire le djihad, mais qu'ils arrivent, enfin Daesh, l'organisation de l'État islamique, parvient à recruter encore aujourd'hui, 10 ans après les pires attentats jamais perpétrés, que ce soit en France ou en Belgique encore. Comment est-ce qu'on explique cet attrait? Est-ce que c'est parce que Daesh parvient à s'adapter à la situation, à utiliser les nouveaux médias finalement? Daesh appuie sur un bouton qui est le plus important et essentiel pour, au-delà de recruter, pour des adhésions, au-delà du recrutement, c'est adhérer au projet. C'est qu'il continue à appuyer sur le bouton victimisation. L'Occident vous a brimé, la France et une partie de l'Europe vous a colonisé. Aujourd'hui, les musulmans sont maltraités, notamment en France, avec tout ce qu'on peut... Le voile, l'interdiction de la baya, etc., etc. Il y a 10 ans, 11 ans, quand j'étais en Libye, les Libyens que l'État français aidait me disaient vous traitez mal les musulmans en France. Oui, cette musique qui infuse dans les esprits faibles ou pas faibles, hein, il y a des gens qui sont totalement en accord avec ça, eh bien ça suscite des adhésions. Il y a une réelle cohésion autour des groupes islamistes, hein. Il y a une réelle cohésion autour aussi de tous ces prédicateurs et de toutes ces mouvances idéologiques. Je parle bien évidemment des frères musulmans, du salafisme, mais il y a aussi le mouvement de l'islam fondamentalisme turc aussi, hein. Faut pas oublier tout ça. C'est un ensemble de, comment dirais-je, qui a un réel projet d'islamisation des sociétés occidentales. Et juste une parenthèse, il n'y a pas que les groupes terroristes qui vont frapper les sociétés occidentales européennes. La conquête de l'Europe se fera également de façon calme et surtout par les élections. Oui. Aujourd'hui, les élections sont primordiales. Les élections à venir sont primordiales. C'est une manière évidemment de s'insérer dans la société démocratique. Alors juste, on n'a pas encore parlé, il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe en Afrique, puisqu'il semble que l'État islamique est élu domicile là-bas. On en parle dans l'œil du journaliste. Et on dit bonsoir à Charles Bacot. Bonsoir Charles Bacot, vous êtes journaliste basé au Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle aujourd'hui de l'État islamique en Afrique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, vous savez, il faut repositionner le contexte géopolitique. La configuration a changé il y a 3 ans. Avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel en 2023, on assiste à une refonte complète de l'architecture sécuritaire sahélienne. Ici, il faut être plus précis pour ce qu'on va appeler comme Daesh. Il s'agit ici indirectement de ce qu'on appelle ici en Afrique de l'Ouest comme groupes terroristes. Ce sont des groupes armés terroristes. Ils sont des entités monolithiques. Ça veut dire ce sont des nébuleuses qui mêlant donc des jeunes désœuvrés, des bandits reconvertis et des anciennes entités rivaux qui se combattent ici sur le territoire, surtout burkinabé. En parlant donc du terrorisme au Sahel, il faut faire très attention.
Voilà. Nous avons pu détecter ici, à partir de leur mode d'action et leur mode opératoire, que ce sont plus des récupérations des jeunes désœuvrés qui n'ont peut-être pas une manière de survie et une complicité directe pour déstabiliser les familles à travers donc des attaques sur les familles et des attaques donc de moins en moins sur l'armée qui est plutôt opérationnelle maintenant sur le terrain. Pourquoi, d'après vous, Daesh, mais aussi les autres groupes terroristes, réussissent à prospérer en Afrique centrale? Vous savez, pendant longtemps, la présence des forces étrangères s'est soldée par des échecs. Si certains groupes armés terroristes sont ici, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'il y a eu des stratégies contre-productives. Vous savez, revenons sur les faits, en 2003 et 2021, il y a eu plusieurs opérations, des interventions extérieures militaires. Il y a eu Barkhane, il y a eu le G5 Sahel, il y a eu la MINUSMA et il y a eu Serval. Mais toutes ces opérations se sont soldées par des échecs. Voilà. Donc, il y a une incapacité à contrer et à endiguer la menace et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement donc en Afrique de l'Ouest. Aussi, si nous prenons le cas des volontés politiques, il y a un manque de volonté politique de la part de certains dirigeants qui n'arrivent pas à prendre les taureaux par les cornes et à éradiquer définitivement, à partir d'une stratégie, d'une politique claire à l'Afrique, comme le soutient donc l'Alliance des États du Sahel. Vous êtes basé au Burkina Faso. Concrètement, à quoi ça ressemble, cette menace djihadiste sur le terrain? Alors, sur le terrain, nous assistons à des petits groupes d'unités qui viennent souvent à moto pour s'attaquer aux populations. Avec la création de la force unifiée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, composée de 5000 hommes, on constate des forces qui sont plus affaiblies. L'armée monte à la défensive. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attaque directe sur les positions de l'armée, mais plutôt sur les populations. Ici, en clair, c'est quoi? C'est s'attaquer aux populations pour révolter la population. Créer des crises ethniques pour révolter les populations contre les gouvernants. Donc, c'est un peu la forme idéale donc, de leur position stratégique actuellement. Ce sont des terroristes qui sont affaiblis pour le moment et qui cherchent en réalité à plutôt s'attaquer aux plus faibles, puisque l'armée n'est plus accessible de par le pas, comme comme maintenant en fait. Merci Charles Bacot. Depuis le Burkina Faso. Pierre Martinet et Nathalie Goulet, je reviens vers vous. Nathalie Goulet, on sait qu'il y a une proximité entre l'Afrique et la France. La France qui a échoué dans ses missions antiterroristes en Afrique. Enfin, on a l'impression en tout cas. Je crois qu'on a... Pardon ? Non, mais je crois qu'on a essayé de faire ce qu'il fallait. C'est le G5 Sahel qui a plutôt échoué de mon point de vue. Vous êtes d'accord, Pierre Martinet ? Alors, évidemment qu'on n'a pas échoué. Parce que ce qu'on ne veut pas admettre, c'est que lutter contre le terrorisme islamiste en Afrique, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est 50 ans. Donc, on ne peut pas rester 50 ans sur un territoire. Effectivement, au bout de 10 ans, les Maliens ne voulaient plus voir la France. Mais heureusement que l'intervention de la France, il y a eu l'intervention de la France parce que le Mali serait devenu l'Afghanistan. Et en ce moment, cette zone est déstabilisée et même bien déstabilisée et pourrait retrouver les mêmes, les mêmes fondations que l'Afghanistan il y a quelques années. D'ailleurs, pour faire un bond en Afghanistan, c'est que l'État islamique ou Khorasan aimerait bien refaire un califat en Afghanistan comme l'État islamique, comme Al-Qaïda l'a pu le faire par le passé. Donc l'Afrique, le Sahel aujourd'hui est déstabilisé par les groupes de terroristes islamistes. Il y a effectivement des katibas, mais pas que. Il y a beaucoup de pays qui sont imprégnés par cette idéologie encore. Je pense au Sénégal, qui il y a quelques années, le Sénégal avait des poches d'Al-Qaïda aussi autour de Dakar. Donc oui, le continent africain est imprégné par cette idéologie et par ces groupes de terroristes. Nathalie Goulet, vous dites c'est l'échec du Sahel plutôt que de la France. C'est ça que vous dites.
Nous, on a toujours voté pour les interventions, mais c'est le G5 Sahel qui n'a pas réussi à s'entendre non plus sur l'organisation, parce qu'on avait été visiter le QG du G5 Sahel, on avait fait avec un groupe de parlementaires une mission pour aller voir un peu l'organisation. Mais si vous voulez, comme les frontières sont poreuses, qu'en plus il y a de la criminalité et ces groupes terroristes, la situation n'était pas du tout tenue, et le manque d'entente entre les pays du G5, qui était au départ pas une mauvaise idée, n'a pas fonctionné. Mais nous, au Sénat, on avait toujours soutenu les interventions françaises. Après, il y a un désamour de la France en Afrique qui est malheureusement qui dessert les actions qu'on pourrait avoir pour venir à bout de ces djihadistes. Mais encore une fois, je crois que Martine a raison, c'est sur 50 ans qu'il faut juger les choses. Merci en tout cas à tous les deux, Nathalie Goulet et Pierre Martinet, d'avoir joué le jeu et d'avoir croisé vos regards ce soir sur i24 News. Merci beaucoup. Et on marque une pause. On se retrouve juste après pour parler du Qatar et de son influence, pour ne pas dire son ingérence, en Occident. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrata Zorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis sur i24 News.
Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en images. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui sont restés pour cette seconde partie de Regards croisés. Le Qatar veut peser sur le monde. Il y en a les moyens, mais à mesure que son influence grandit, les scandales s'accumulent, corruption présumée, lobbying, réseau, influence assumée ou ingérence organisée. C'est le grand angle de la semaine. Un pays minuscule, mais un géant financier. Le Qatar investit partout, sur tous les continents. Mais derrière ce soft power, les scandales se multiplient. Soupçons de corruption et tentatives d'influence au cœur des démocraties. Dernier scandale en date, passé quasi sous silence. Un haut fonctionnaire européen est licencié fin janvier dernier, après des révélations sur des vols offerts en classe affaires par Qatar Airways, au moment même où il supervisait un dossier stratégique, l'accord aérien entre l'Union européenne et Doha. Selon l'enquête, il aurait accepté des billets d'avion et des séjours de luxe d'une valeur de plusieurs milliers d'euros pendant les négociations. Conséquence, les syndicats sont vent debout et réclament la suspension immédiate du dit accord. Une affaire d'éthique en apparence. Mais à Bruxelles, elle ravive un traumatisme encore récent, le Qatargate. Décembre 2022, le Parlement européen est secoué par un scandale sans précédent. Une large affaire de corruption qui concernerait aussi bien des anciens et actuels eurodéputés que des assistants parlementaires ou encore des représentants d'ONG ou d'organisations syndicales. Les faits remontent à 2021. Les protagonistes sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent liquide, des cadeaux et des avantages en échange de positions favorables au Qatar. Objectif, façonner les votes, les résolutions et surtout l'image du Qatar en Europe. Des perquisitions sont menées et d'importantes sommes d'argent en liquide sont saisies. Les scènes sont dignes d'un film hollywoodien. Une eurodéputée grecque, alors vice-présidente du Parlement européen, est interpellée à son domicile bruxellois avec 150 000 € cachés en petites coupures dans des bagages à main et des sacs de voyage. Son père, qu'elle a averti quelques instants plus tôt, est quant à lui intercepté avec près de 500 000 € alors qu'il tente de prendre la fuite. En tout, 1,5 million d'euros sont saisis ce jour-là par la police fédérale belge à l'occasion de 16 perquisitions. J'ai parlé avec Madame Kaili aujourd'hui et elle a rompu son silence. Elle a exprimé son mécontentement face à la position de ses collègues du Parlement européen à son égard. Sa décision de se rendre au Qatar n'était pas une décision personnelle, mais une décision du Parlement européen prise avec l'accord de la Commission européenne et du représentant de l'Union pour les affaires étrangères, M. Borrell. Sa position est qu'elle n'a pas accepté de pot de vin, qu'elle est innocente, que le Qatar n'avait pas besoin d'elle, qu'il n'avait pas besoin de la soudoyer, qu'elle n'avait rien à offrir au Qatar et en ce qui concerne l'argent. Les rebondissements liés au scandale n'en finissent plus. En juin 2023, le juge belge Michel Claise est contraint de démissionner pour des soupçons de conflit d'intérêts. Et l'influence qatari ne s'arrête pas aux portes de Bruxelles. Doha serait même parvenu à influencer des pays avec lesquels il n'entretient aucune relation diplomatique officielle. C'est le cas d'Israël. Des soupçons de corruption pèsent sur des proches collaborateurs du Premier ministre israélien. Là aussi, l'affaire porte le nom de Qatargate. Le Premier ministre n'est pour le moment pas directement mis en cause. L'enquête est en cours. Du côté des États-Unis, l'influence est plus visible, plus institutionnelle. Le Qatar dépense des millions de dollars en lobbying, en communication stratégique et en réseau d'influence, notamment dans le système universitaire.
Selon des données du ministère américain de l'Éducation publiées en janvier 2026, l'Émirat serait la première source de financement étranger pour les établissements d'enseignement supérieur américains. Montant des ressources apportées, 6,6 milliards de dollars. En deuxième position, l'Allemagne arrive loin derrière, avec 4,4 milliards de dollars. Pour compléter le podium, l'Angleterre finance à hauteur de 4,3 milliards. Selon une étude réalisée en 2022, donc bien avant le 7 octobre, par l'Institut d'études de l'antisémitisme et de la politique mondiale, plus les financements en provenance de pays du Moyen-Orient augmentent, plus les campus universitaires connaissaient une augmentation des incidents antisémites. Utilisant des outils statistiques, les auteurs avaient supposé qu'il existait une corrélation entre les établissements qui bénéficient d'un financement étranger et la présence dans leur enceinte d'une rhétorique ou d'activités antisémites ou anti-israéliennes. Grâce à ces pétrodollars, le Qatar cherche à se rendre incontournable et à polir son image. En diversifiant ses investissements, il étend également son empreinte, parvenant ainsi à séduire pour mieux influencer les politiques occidentales de l'intérieur. Le Qatar serait omniprésent. Pour en parler, nous sommes avec Arnaud Lacheret, docteur en sciences politiques et professeur associé à Schema Business School, spécialiste des stratégies de puissance et d'influence. Bonsoir à vous. Également avec nous Bertrand Besancenot, diplomate français, ancien ambassadeur de France au Qatar, mais aussi en Arabie Saoudite. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Ma première question, elle va s'adresser à vous, Arnaud Lacheret. Comment Doha justifie sa stratégie d'influence? C'est une diplomatie de prestige ou c'est plutôt quelque chose qui est, on va dire, volontaire ou caché? Pas vraiment caché, puisque moi j'étudie cette question depuis plusieurs années. Il y avait eu un arbitrage il y a très longtemps entre le Bahreïn et le Qatar en 2001, et déjà à l'époque, l'émirat du Qatar a été soupçonné d'avoir corrompu les juges qui avaient rendu un arbitrage qui lui était plutôt favorable sur une histoire de frontière maritime qui est plutôt importante, puisque à la fin, c'est ce qui a permis à l'émirat du Qatar de récupérer un gisement gazier qui a fait depuis lors sa fortune. Autrement dit, ça ne date pas d'hier, mais on peut pas reprocher. J'ai vraiment du mal, même si je vais pas me faire l'avocat du Qatar, loin de là. On peut pas tellement reprocher à un pays petit qui devient très riche, etc., de chercher à avoir de l'influence. Quand on dit le fonds souverain du Qatar investit, etc., il y a des intérêts. Pourquoi pas tous les États qui ont de l'argent et des fonds souverains font de même. Ce qu'on peut reprocher au Qatar, en revanche, c'est cette espèce d'entrisme systématique, notamment par le biais de l'enseignement supérieur et de la recherche. On peut penser à Tariq Ramadan, typiquement, qui a été, dont le poste à Oxford a été financé depuis des années et des années par l'émirat du Qatar, sans que personne n'y trouve rien à redire. Et c'était complètement ouvert, complètement transparent. C'est-à-dire que le Qatar ne se cache pas. C'est également ça. Le père de l'émir actuel, Ahmad Al-Thani, était très ouvert là-dessus, et toutes les personnes qui ont pu lui parler plus ou moins en privé l'ont entendu parler de sommes d'argent qu'il pouvait remettre à des gens, etc. Et ça n'a jamais choqué personne. Ce qui est choquant, en revanche, et ce que ça montre, c'est davantage à quel point l'Occident, mais également Israël, peuvent être sensibles à la moindre liasse de billets, au moindre virement bancaire qui peut être fait par le Qatar. C'est ça qui est inquiétant. Des pays qui cherchent à corrompre des dirigeants internationaux, il y en a plein. Par contre, des dirigeants internationaux qui acceptent cet argent, visiblement, il y en a beaucoup. Mais justement, c'est ce que j'allais demander à Bertrand Besancenot. C'est pas tant la puissance du Qatar, mais plutôt la facilité avec laquelle certaines démocraties ou certains membres de démocraties sont à vendre, finalement. Avec quelle facilité ils se vendent. Écoutez, ça, c'est comme ceci vient d'être dit, c'est malheureusement une pratique qui est connue, qui existe depuis longtemps et qui ne s'améliore pas avec le temps. Si vous voulez, s'agissant du Qatar lui-même, la politique d'influence, c'est quelque chose qui date effectivement de Cheikh Hamad, enfin l'ancien émir, qui avait hérité d'un pays peu connu, avec des voisins puissants, et qui voulait faire en sorte que son pays soit sur la carte et qu'il puisse avoir une véritable influence, un peu comme un petit pays comme Singapour, entouré de grands pays, mais qui avait réussi à avoir sa place au soleil. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le Qatar pratique une politique, que ce soit une politique de médiation, notamment, parce que ça lui permet d'exister sur le plan international, mais également
le Qatar utilise d'autres moyens. On l'a vu, la politique du sport, la politique de recevoir des événements culturels, politiques, etc. Donc, c'est une politique de soft power qui est revendiquée sans aucun problème. Alors maintenant, les moyens, effectivement, le Qatar a un moyen à lui, outre le fait de parler à tout le monde, mais c'est aussi le fait d'avoir des moyens. Et malheureusement, il est vrai, et c'est, je crois, vieux comme le monde, que les gens sont souvent très sensibles à une casse de billets, comme vous l'avez dit. Effectivement. Alors justement, vous l'avez dit tous les deux, le Qatar a compris depuis longtemps l'intérêt du soft power pour polir son image mondiale. On en parle avec vous, Déborah Benayoun. Doha investit beaucoup, on l'a dit, dans les universités, vous l'avez dit dans votre reportage, mais aussi dans le sport. Oui, tout commence finalement en 2005, puisque l'Émirat crée la société Qatar Sport Investment, qui est gérée par le gouvernement qatari et qui est chargé d'investir dans le sport mondial. En 2010, les choses s'accélèrent puisqu'à la surprise générale, la FIFA attribue la Coupe du monde de football en 2022 à l'Émirat, ce qui lui donne évidemment une immense visibilité. Et donc, l'Émirat cherche à en mettre plein la vue avec des stades flambant neufs. Les retours sont globalement positifs malgré des polémiques, mais les supporters restent quand même contents de cette ambiance de fête. Et puis, un an plus tard, Doha, cette fois, s'offre le fameux club du Paris Saint-Germain, le club de football. L'acquisition marque son entrée dans le football européen de haut niveau. Les investissements sont colossaux et la valorisation du club passe de 70 millions à près de 4 milliards d'euros. Et puis l'année dernière, encore un nouveau pas, puisque le PSG parvient enfin à décrocher la Ligue des Champions. C'est une grande victoire pour le Qatar, une victoire qui permet d'ailleurs d'évincer certains scandales à répétition, notamment le Qatargate dont on a parlé. Doha construit finalement un récit dont il a la maîtrise et il parvient à faire oublier les polémiques. Et puis, nouvel objectif en ligne de mire désormais, ce sont les Jeux Olympiques de 2036, puisque l'été dernier, le Qatar a confirmé sa candidature. Et s'il l'obtenait, selon le Premier ministre qatari, il deviendrait donc le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Sud à accueillir les Jeux Olympiques. Et puis, Déborah, le Qatar est aussi très impliqué dans d'autres domaines. On pense notamment à la culture, l'immobilier, le luxe, etc., etc. Oui, on a parlé du sport, mais en parallèle, il y a aussi les médias qui sont d'ailleurs liés au sport, puisqu'il y a beIN Sport et puis évidemment la chaîne Al Jazeera. Dans l'éducation, l'émir du Qatar a fondé en 1995 la Qatar Foundation, qui se présente comme une ONG qui propose des programmes axés sur l'éducation, la recherche et l'innovation, mais c'est bien l'émir qui est derrière. Et puis, en dehors de ça, il y a le luxe et l'immobilier, puisqu'on le sait, le Qatar a investi massivement, notamment à Paris. 20% des Champs-Élysées lui appartiennent. Globalement, Doha a acheté des dizaines de biens en France. On parle de plus de 70 immeubles à Paris, 158 dans toute la France. C'est aussi le cas en Côte d'Azur. Il y a des hôtels célèbres, par exemple le Carlton ou le Martinez, qui sont donc à Doha. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Arnaud Lacheret, Bertrand Besancenot, je reviens vers vous. À quel moment est-ce qu'on peut passer d'une influence, une stratégie d'influence, à celle de l'influence politique, voire de l'ingérence? On voit le Qatar qui investit dans presque tous les domaines, notamment en France. On va commencer par vous, Bertrand Besancenot. Oui, mais écoutez, le Qatar, si vous voulez, n'existait pas sur la carte avant l'arrivée de Cheikh Hamad. C'est vraiment lui qui a su jouer à la fois d'un pari industriel réussi dans le domaine gazier, mais également dans le domaine des communications avec la chaîne Al Jazeera, et troisièmement, avec une politique diplomatique très active, de médiation, et qui a commencé finalement assez vite. Rappelez-vous que dès 2008, c'est un accord, l'accord de Doha, qui a permis de trouver une première solution à la situation au Liban. En 2011, le Qatar a joué un rôle important dans la crise en Libye, en permettant, si vous voulez, donnant une caution arabe à l'opération qui a été menée à l'époque par des pays occidentaux. Et donc, si vous voulez, depuis cette époque, le Qatar n'a jamais arrêté de jouer un rôle. Il se veut un petit peu la Suisse du 21e siècle, c'est-à-dire un pays qui parle à tout le monde, quelles que soient leurs opinions, qui donne effectivement à la chaîne Jazeera l'occasion à des gens, y compris à des terroristes, de parler, de s'exprimer. Mais c'est ce qui lui permet de mettre en commun, de pouvoir faire en sorte que des gens se rencontrent alors qu'ils ne se reconnaissent pas. Et on le voit aujourd'hui, dans l'affaire des otages israéliens, le Qatar a joué un rôle très utile. De même que, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler aux talibans, eh bien, on doit passer par les Qataris. Donc, si vous voulez, c'est une politique assumée, une politique de dialogue avec tout le monde, alors qui peut évidemment susciter des interrogations. Mais la vérité, c'est quand on est un petit pays, on peut exister sur le plan diplomatique en jouant les médiateurs. On n'a pas la même
possibilité qu'un grand pays qui a des enjeux et qui a une position marquée pour défendre ses intérêts. Arnaud Lacheret, on parle là évidemment d'une volonté d'influence. Je crois que tous les pays du monde, petits comme grands, veulent avoir une influence à l'étranger, à l'extérieur de leurs frontières. Est-ce que là, il n'y a pas finalement peut-être un objectif caché du Qatar? On parlait tout à l'heure des universités américaines où il y a une corrélation, alors ce n'est pas encore prouvé, mais une corrélation là où le Qatar ou des pays du Moyen-Orient et du Golfe investissent massivement, c'est là où il y a le plus d'antisémitisme relevé. C'est pas vraiment caché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Qatar décide d'héberger, alors c'est durant effectivement le règne de Hamad Al Thani, puis ensuite depuis son fils ne fait pas tellement mieux. À partir du moment où il décide d'héberger Youssouf Al-Qaradawi, qui est un paria dans la plupart des pays arabes, Youssouf Al-Qaradawi qui était un des patrons, enfin en tout cas le patron spirituel des frères musulmans, de lui donner une émission de télé et d'utiliser tous les vecteurs d'influence des frères musulmans, payant notamment Tariq Ramadan. Enfin, on l'oublie quand même, mais c'est assez important. Il n'y a absolument rien de caché. Accepter de l'argent du Qatar, c'est forcément accepter de l'argent d'un émirat qui fait le jeu des frères musulmans. Il n'y a pas si longtemps que ça, plusieurs thèses de doctorat en sciences politiques en France ont été soutenues par des gens qui étaient très largement pro-Qatar. Il y en a même un qui a fait un petit séjour en prison d'ailleurs. Voilà, et ça ne surprend personne. Donc à partir du moment où on accepte de l'argent du Qatar, on sait très bien qu'on rentre dans cette politique-là et dans un jeu d'influence très clairement d'islamisation, entre guillemets, à la sauce des frères musulmans, notamment des frères musulmans, et une stratégie un petit peu, entre guillemets, d'ingérence dans la société civile des pays occidentaux et des pays arabes d'une manière générale. En fait, ils ne s'en cachent pas. C'est ça le problème, c'est qu'on peut faire autant de reportages qu'on veut. Aucun dirigeant qatari ne dira « non, non, c'est pas vrai, on fait pas ça pour ça ». Évidemment qu'ils le revendiquent, puisque c'est leur politique depuis une vingtaine d'années. Alors justement, la question, Bertrand Besancenot, c'est de savoir pourquoi l'Occident se laisse faire finalement uniquement une question d'argent, de pétrodollars? Non, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez à la fois des intérêts qui sont évidents de la part de la plupart des pays, d'ailleurs des pays occidentaux, et puis vous avez aussi le fait qu'il est parfois utile d'avoir un pays qui permet des contacts qui ne peuvent pas avoir lieu sans lui. On l'a vu dans l'affaire des otages, encore une fois, ou vis-à-vis des talibans. Donc, si vous voulez, la politique internationale ne repose pas que sur la moralité, comme vous le savez, elle repose sur des intérêts. Et donc, à partir du moment où le Qatar est à la fois un partenaire commercial et aussi un partenaire politique qui permet justement de régler certains problèmes qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien, tout le monde y trouve son intérêt, si je puis dire. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Arnaud Lacheret, merci Bertrand Besancenot d'avoir accepté de croiser vos regards ce soir sur i24 News, d'avoir apporté votre éclairage et votre analyse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, il est temps de retrouver notre clin d'œil. Et ce soir, on parle d'art, avec une exposition à Petah Tikva, dans le centre d'Israël, une exposition qui dit quelque chose de très simple et de très profond. On peut être bouleversé, on peut souffrir, être traversé par la douleur et pourtant se sentir vivant. Le titre de cette exposition, Blissfully Miserable, en français délicieusement misérable. Nous sommes avec la commissaire de l'exposition, Marie Sheikh. Bonsoir. Pourquoi ce titre paradoxal? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez le visiteur avant même qu'il ne visite cette exposition? Cela veut dire que l'être humain est né pour être et heureux et malheureux. On a chacun notre vie, nos amours, nos déceptions. Et ce qu'on essaye de faire depuis le moment où on est jusqu'au moment où on meurt, c'est d'essayer d'être mieux dans le côté favorable de la vie, les beaux côtés de la vie. Et malheureusement, il y a des surprises qui nous atteignent, dont on ne dépend pas. Même si je vis en Israël depuis 60 ans et j'ai vécu beaucoup de guerres et de choses pénibles, le 7 octobre a été pour moi un jour transcendant, pour moi et mon peuple, je dirais pour le peuple juif et peut-être pour le monde, celui qui est sensible, celui qui ne comprend pas comment on fait ces actes-là.
Et j'ai changé, je ne suis plus seulement que dans le blissful, je suis aussi dans le misérable, dans la peine, dans la douleur. Et j'ai voulu voir et comprendre et savoir et montrer ce que les artistes ont fait à partir de ça. C'est pas des œuvres qui ont été faites juste maintenant. Il y a des œuvres de 1999. J'ai pas essayé de poursuivre un parcours après le 7 octobre. Et donc j'ai réuni 21 artistes du monde entier et j'en suis arrivée à... J'ai essayé d'orchestrer 21 très différents artistes l'un de l'autre. Oui, toutes les œuvres sont épurées, hein, celles qui sont exposées. Elles sont monochromes avec peut-être une touche de couleur par-ci, par-là. Est-ce que c'était une exigence de votre part de ne pas être dans la démesure, dans la couleur? Oui, absolument. Je pense que rentrer dans une belle exposition, c'est rentrer dans une pièce de théâtre. Et quand on rentre dans une pièce de théâtre, il faut en général se taire et s'imbiber et écouter. Et pour moi, l'art est fait pour être écouté. Pas tellement pour être lu. Lu après, on peut lire le catalogue à la maison, mais pour sentir l'âme de l'artiste à travers le son qui n'est même pas là. Dans mon exposition, dans cette exposition, et exprès, j'ai choisi que 2 sons. Sur 21 artistes, c'est pas beaucoup. Et les sons sont significatifs. C'est-à-dire que le son, la lumière, le sol, l'espace, fait partie totale de la création d'une exposition de cette taille de 21 artistes. Une œuvre m'a particulièrement touchée, c'est cette lettre à un père avec une avalanche de questions, une œuvre qui est bien différente des autres, hein. C'est comme si elle rompait le silence du reste de l'exposition, on dirait un cri presque. Absolument, je l'ai d'ailleurs mise à l'entrée. Il s'agit de Carl Handel, un artiste de 47 ans qui vit à Los Angeles, qui est juif, qui est homosexuel, et qui écrit une lettre. Il n'écrit pas la lettre, il trace, c'est un dessin. C'est-à-dire, j'ai 3 travaux de lui. C'est le seul artiste dont j'ai pris 3 travaux parce que j'aurais pu faire une exposition dans un espace énorme. C'est un énorme artiste. Et là, il vient de finir la même lettre, mais avec une autre couleur vis-à-vis des morts dans le monde. Et si Trump mourait? Et si? C'est un artiste qui pose des questions à son père. A letter to my father, une lettre à mon père, très dure. C'est un testament, c'est comme si qu'avant de mourir, il lui disait tous ses reproches. Et si tu avais trompé maman? Et si tu étais avec une noire? Et si tu m'avais frappé? Et si j'avais avorté? Et si? Je rentre dans cette exposition à travers la beauté épurée de la lettre, mais pas avec le content. C'est exactement ce que je veux faire comprendre au spectateur, qui va voir quelque chose de beau, souvent dans cette expo, mais que derrière les mots, il y aura quelque chose de tellement profond. Et justement, par rapport à lui, un autre artiste qui écrit une lettre à sa mère qui est morte quand il avait 13 ans. C'est-à-dire, c'est pas sur la mort. Cette expo est sur le souvenir, la nostalgie, l'amour, la perte. Et comment des traits, qui sont les choses les plus simples, que souvent on ne voit même pas des traits, deviennent tellement significatifs à l'âme et de l'art et des artistes que j'ai choisis. Oui. Et il y a aussi l'œuvre de l'avion, hein, tracée avec du fil et des clous, une œuvre qui met en évidence l'illusion que l'homme peut tout maîtriser, mais aussi le risque de la chute, évidemment. Alors pourquoi cette image, d'après vous, résonne autant aujourd'hui? Absolument. Lior Tamim, cet artiste magnifique qui m'a accompagnée, qui a été un peu mon bras droit, et qui a beaucoup voyagé dans sa vie et qui a fait des recherches sur l'état des choses des avions. Et il s'avère que les avions ont beaucoup de défauts et que beaucoup de gens sont tombés ou sont morts à cause de ces avions. Il a fait des recherches. Il a été chez la compagnie de cet avion et il leur a demandé d'acheter le dessin. Parce que quand un avion fait un accident, on cherche la boîte noire, mais aussi on cherche l'origine. Où est-ce qu'il y a eu des failles? Et dans l'avion qu'il nous montre, il y a des failles. Il y a eu, pendant 3 ans, ils ont arrêté de le produire, cet avion même, tellement il avait fait... c'est un Boeing 737. Et après qu'ils l'ont rectifié pendant 3 ans, il s'est appelé 737 MAX, donc c'était permis. Il a acheté le dessin, il a fait la moitié en taille véritable. Il a produit sur 17 mètres
cet avion. Un avion, c'est un grand engin. Il a 34 mètres. Là, il est 17 mètres. Et c'est un avion, c'est un truc énorme. On a un peu peur de lui. On est émerveillé. On va voyager, on va traverser, on va faire la vie. Mais on a aussi très peur de si ça se termine mal. En fait, il a pris la fragilité de l'avion et il a montré le dessin de l'avion épuré. Donc, il est plus lourd, il est très léger. C'est un fil électrique posé sur des clous, mais à base de une à une. Le numéro des fenêtres, tout est exactement la même chose. Donc, ça intrigue. Et du coup, tu penses beaucoup, qu'est-ce que c'est que cet avion? Quelque chose qui est très automatique. Moi, depuis qu'on a installé cet avion, je lis tous les jours s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé avec les avions. Ça rentre dans notre subconscient. Au fond, Marie Sheikh, est-ce que vous diriez que l'exposition, c'est sur la fragilité ou plutôt la résistance? D'abord les deux. Quand on est fragile, on peut résister aussi. Quand on est fragile et résistant, on est sensible. Pour moi, la sensibilité est la majeure part de l'état d'âme. Être sensible à l'un, à soi-même et à l'autre. Et après, on pourra discuter. C'est ça mon rêve, c'est dans ça que je vibre et c'est de ça que j'espère. Et cette exposition, j'espère, amène le spectateur à sortir de ce spectacle et de se dire I was moved, j'ai été touchée par quelque chose. Je ne demande pas que tout le monde aime tout, mais je demande que le spectateur soit ému. Parce que la vie, c'est une grande émotion quand même. On a de la chance de la vivre. L'exposition Blissfully Miserable, c'est au musée d'art de Petah Tikva jusqu'au 2 mai. Merci Marie Sheikh d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. C'est la fin de Regards croisés pour cette semaine. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à toutes les équipes devant et derrière la caméra. Dans un instant, le journal avec Christopher Barolin. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant un nouveau Regard croisé, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne soirée sur i24 News.